Madame, Messieurs, ici présents ou ailleurs, nous allons accueillir un intervenant un peu particulier pour moi. On a un certain vécu avec Yann Oliveau et moi. Voilà, on ne va pas tout dévoiler, pas tout de suite en tout cas. Toujours est-il que Yann a écrit un très gros bouquin qui s'appelle La nature de l'eau, une Bible, voilà, c'est ça exactement, c'est une Bible sur l'eau que tout le monde, ou au moins tout maire de commune devrait avoir sur sa table de chevet. Ouais, voilà, là, on est là. Donc, c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le monde de l'eau, c'est en écoutant un soir à Besançon Yann Oliveau, qui faisait le tour de France dans les biocopes pour expliquer qu'il ne fallait plus boire d'eau en bouteille, quelle qu'elle soit. Donc, pour éviter la corvée du bouteille, pour éviter la corvée de la bouteille, et puis pour aussi être, comment est-ce que dire, autonome, et puis pour prendre conscience de ce qu'était l'eau. C'était ça la vraie problématique, prendre conscience de ce qu'est l'eau. Donc aujourd'hui, Yann va nous faire une intervention sur l'eau, et je lui ai demandé de travailler sur les perturbateurs endocriniens. De quoi parle-t-on? Eh bien, nous allons découvrir tout ça. Je passe la parole à... je passe. Ben, ouais, ça a l'air d'aller pourtant. Je passe la parole donc à Yann Oliveau qui va vous faire part de toutes ces questions, ces interrogations et plus encore. Yann, à toi la parole. Merci Michel. Bien, bonsoir à toutes et tous. Un petit autoportrait très rapide sur d'abord les formations, puis mes centres d'intérêt qui ont pas mal évolué dans le temps. Bon, ça a commencé moi par un bac agricole, donc toutes les questions liées à... Et là, je suis passé au jardinage aujourd'hui, c'est passionnant, la mise en mouvement par le jardinage. Ensuite, un DESS de psychopathologie, rien à voir, mais que je n'ai jamais utilisé. J'ai préféré travailler sur moi. Puis j'ai terminé par de la biophysique, de la résonance magnétique nucléaire, appliquée à la biologie et la médecine. Voilà. Et dans les centres de recherche, il y a l'eau, je crois qu'il ne me quittera jamais. Puis il y en a d'autres qui sont apparus progressivement, le microbiote, bien avant que l'on commence à en parler. Et j'ai aussi couplé les deux, c'est-à-dire que j'ai mis au point avec un microbiologiste un test d'évaluation de la qualité d'eau de boisson, soit simplement filtrée, soit filtrée et dynamisée, original est dans la liste. Voilà, et donc en gros, on a pris deux bactéries, une méchante, une gentille, un Escherichia coli un peu pathogène et puis un lactobacille. Puis on voyait comment, par rapport à la même eau qu'on ne touchait pas, c'était le témoin, et l'autre, c'était la même eau que l'on dynamisait. On est tombé de l'armoire à peu près à chaque fois sur les 12-15 eaux que l'on a évaluées, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des activités antibiotiques ou non spécifiques ou certaines eaux, encore, n'avaient aucune activité antibiotique. C'est-à-dire spécifique, non spécifique, c'est-à-dire qu'elle diminue la croissance aussi bien de la bactérie pathogène que de la bactérie utile, ou spécifique, elle détruisait plutôt fortement la croissance de la bactérie pathogène sans trop toucher aux bactéries utiles que sont les bactéries lactiques. Voilà. Ensuite, dans les centres d'intérêt, la conscience, mais la conscience avec un grand C, celle qui est en dehors de nous, celle qui est dans le cosmos, celle qui se rigole bien de la mort. Voilà, c'est la source. J'aime bien Tom Campbell, l'américain, qui parle de Largest Consciousness System.
voilà, et dont nous serions des fragments. Et puis, malgré moi, dernier centre d'intérêt aujourd'hui, la cancérologie. Alors, je vais vous lire rapidement, comme ça cadrera bien les choses. Quand Michel m'a proposé ça, mais je vois des pesticides dans l'eau, oui, les pesticides un certain nombre font partie des perturbateurs endocriniens. Je vais vous lire le résumé qu'il nous avait demandé de faire. Et ça va bien cadrer les choses. Nos systèmes corporels de communication, nerveux, endocriniens, immunitaires, PNEI, et moi j'ai rajouté M, microbiotique. Voilà un morceau du puzzle énorme qui manquait. Ainsi que nos comportements sont impactés par de multiples facteurs de nos environnements, nos modes de vie, le climat dans lequel on vit, enfin, le type de climat auquel on est confronté. Et là, visiblement, on a basculé. Hein. Et les environnements professionnels. Parmi ces multiples facteurs figurent les perturbateurs endocriniens dont la science et la médecine inventorient tant bien que mal leur nombre croissant, leurs sources parfois insoupçonnées, vous allez voir, leur mode d'action insidieux et in fine leurs implications dans de nombreuses maladies dites de civilisation. Cancer, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, diabète, et j'en passe, et les meilleurs. Donc, découvrons ces substances omniprésentes dans notre quotidien, qui sont un problème majeur de santé publique, en inventoriant les manières d'en minimiser leurs effets sanitaires délétères. Voilà. Je vais diviser ça en quatre parties. Je vais d'abord, dans un premier temps, intégrer la problématique des perturbateurs endocriniens ici et de l'eau par rapport à la PNEI. Et vous allez voir que c'est un triptyque qui est incomplet, aussi bien PNEI, parce que j'ai rajouté le M, aussi bien pour les perturbateurs endocriniens qui ne perturbent pas que les systèmes hormonaux, mais qui impactent les systèmes nerveux, immunitaires, etc. Et puis l'eau, qui est la grande oubliée de la biologie. Je voyais dans l'exposé le premier exposé là, du père de Christine, et c'est Marc qui nous en avait alerté la première fois, les superbes photographies en microscope électronique de nos cellules. Ouais. Vous voyez que le squelette, il manque 99%. Il manque l'eau. Donc, on est dans une vision de la biologie complètement anhydre. L'eau n'existe pas en biologie, malgré les 99%. Bien. Alors, voilà donc le schéma qui nous était proposé. Donc, premier ajout, alors avec des choses dont certains intervenants ont déblayé le terrain, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, les complémentarités entre les systèmes nerveux, hormonaux et immunitaires, via les neurohormones, via les cytokines, via les neurotransmetteurs. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Et même si c'est très fouillis, ce que j'ai trouvé très intéressant dans 2 ou 3 interventions, c'est le rôle du nerf vague. Parce que c'est vraiment le câble de connexion. Alors, le microbiote est là, mais c'est le câble de connexion intestino-encéphalique. Le nerf vague, c'est vraiment un nerf qui a un rôle majeur et dont on peut au moins partiellement soit modérer l'activité, soit l'amplifier. Quand il est en hypofonctionnement ou en hyperfonctionnement, via des petits systèmes électriques, hein, on peut jouer sur la modulation de l'activité de ce nerf vague.
Alors, vous voyez la dernière phrase ici, le nerf vague possède également des propriétés immunomodulatrices et joue un rôle essentiel dans les troubles gastro-intestinaux et psychiatriques, dépression, anxiété, sclérose en plaques et maladies neurodégénératives. Bon, je vais passer brièvement là-dessus, sur les émotions. Ça, Lila nous en a beaucoup parlé. Et on va arriver très vite parce que les deux termes existent, la psychosomatique et la somato-psychique. Donc, il y a une complémentarité des deux. Et la seconde phrase, si notre vie psychique possède évidemment une influence globale sur notre corps, notre état de santé physique possède en retour un impact gigantesque sur notre vie psychique. Et donc, les chemins de la psychosomatique peuvent se parcourir dans les deux sens. Donc, voilà comment j'ai complété le schéma. Hein. On avait les quatre termes, oui, j'ai rajouté le microbiote avec ses enzymes et des molécules comme les bactériocines, qui dialoguent en permanence. Hein, voilà. Et puis, j'ai rajouté ceci, on peut parler de biologie psychique, mais aussi de psychobiologie. Les deux termes existent, hein, psychosomatique et somatopsychique. Et puis, le dernier cadre ici en bas, c'est un facteur que j'ai découvert parce que ma compagne fait de la psychologie corporelle, elle travaille sur le corps, la notion de zone aveugle. La zone aveugle, on en a tous, hein, plus ou moins prononcé. Qu'est-ce que c'est? C'est dans nos comportements ce que tous les autres voient, mais pas nous. Et ça, si vous réfléchissez à vos zones aveugles, c'est important. Donc, chez la plupart des médecins, la zone aveugle, c'est le psy, et chez les psys, la zone aveugle, c'est le physique, le médical, le physiologique. Deuxième lacune concernant l'eau. Alors, on a nos systèmes de communication immunitaire, nerveux, endocrinien, microbiotique, des molécules informatives, notamment, enfin, essentiellement des peptides, neurotransmetteurs, les hormones, les cytokines, et les voies de communication, système immunitaire, système endocrinien, système microbiotique. Et tout ça, ça passe par le sang et la lymphe, donc l'eau. Donc l'eau. Encore une fois, on est dans une vision à la fois médicale et biologique, d'une biologie qui est anine. Alors, troisième lacune, voilà, c'est le fait de considérer que les perturbateurs endocriniens n'impactent pas simplement le système hormonal, mais impactent aussi le système immunitaire, le système nerveux et le système microbiotique. Alors, j'ai pris ici l'exemple des PCB, mais non dioxine-like, peu importe, et leur métabolites, qui induisent de nombreux effets toxicologiques. Je vais beaucoup parler de toxicologie, hépatique, thyroïdien, neurologique, promoteur, endocrinien, immunologique. Un grand nombre de polluants environnementaux, comme des pesticides organochlorés, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des métaux lourds, ont un impact sur la réponse immunitaire, conduisant à une déficience, soit une hyperactivation, maladie auto-immune, allergie, etc. Plus récemment, d'autres perturbateurs endocriniens, comme les pesticides organofluorés, sont suspectés d'exercer des influences immunotoxiques. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas parler de perturbateurs endocriniens en ayant une image trop simpliste de ces molécules qui ne perturberaient que nos glandes endocrines. Donc, voilà comment j'ai reconstruit le triptyque. J'ai rajouté le M. J'ai réintégré
l'eau dans la biologie. Et puis, j'ai mis PE, 3 petits points, parce que ces perturbateurs, encore une fois, n'impactent pas que le système hormonal. Alors, deuxième partie maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle, je ne vais pas m'étendre, hein, mais la notion d'exposome, c'est-à-dire la totalité des expositions auxquelles un individu est soumis de la conception à la mort. Alors, c'est très complexe, mais vous voyez sur le schéma les environnements spécifiques externes. Je vois tabac, par exemple, produits de consommation, activité physique dont on a beaucoup parlé, l'eau, les aliments. Et puis l'environnement général externe, le climat, est-ce qu'on vit en milieu rural ou urbain, le trafic si c'est en milieu urbain, et puis la sociabilité. Et tout ça a un effet sur notamment sur nos gènes. C'est pour ça qu'on parle d'épigénétique. Hein. Longtemps, on a eu l'impérialisme génétique. C'est une vision très mécaniste de la biologie. Nous sommes conditionnés par nos gènes. Non, c'est plutôt l'environnement qui appuie sur, qui favorise l'expression de certains gènes ou au contraire les rend silencieux. Alors, je fais le distinguo aussi entre un contaminant qui est un élément ajouté dans un milieu et un polluant qui est un contaminant mais qui a dégradé l'état du milieu. Et là, c'est juste pour vous indiquer que sur les 100 000 molécules chimiques ou plus, on est au sommet de l'iceberg dans celles que l'on peut investiguer, dont on investigue la toxicologie. Et on est loin d'avoir fait le tour. Aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire combien il existe de perturbateurs endocriniens, entre 1000 et 3000. Et on n'est pas, on est en pleine découverte. Ce qui est sûr, c'est que le basculement s'est fait après-guerre, avec l'avènement de la chimie, avec aussi dans les années 60-70 le basculement en agronomie avec les pesticides et les engrais de synthèse, par exemple. Autre notion à prendre en compte, le risque. Le risque, c'est du danger. Il y a l'image du taureau. Bon, j'aurais préféré la changer parce que je la trouve assez... Bon, enfin bref. Danger, l'exposition au danger et l'éloignement. On peut prendre l'exemple d'une falaise qui est en soi dangereuse, mais est-ce qu'on va s'y promener et à quelle distance on est de la falaise? Tout ça détermine un risque. Maintenant, ce qui est important ici, c'est de voir la cascade de cause-effet. Des sources de polluants, des milieux récepteurs de ces polluants, et puis ici, ça c'est très important. Dans les expositions, il y a les voies d'exposition, la durée d'exposition et les périodes d'exposition, plus les doses. Je m'appesantis un tout petit peu ici. Les voies d'exposition, c'est l'inhalation, l'ingestion ou la voie cutanée. Prenons un exemple. Vous inhalez beaucoup plus de chlore en prenant votre douche que vous n'en buvez dans l'eau du robinet. Quand vous inhalez un pesticide, c'est beaucoup plus... comment dire, l'inhalation, ça passe directement dans le sang. Vous n'avez pas la barrière digestive. Le moindre mal dans les voies d'exposition, ça reste la voie digestive. Donc, aussi, des agriculteurs sont touchés par le contact cutané avec des pesticides. La durée d'exposition, pendant combien de temps ces gens ont été soumis à tel ou tel pesticide, ou plutôt un cocktail. Et la période, on sait que la période utérine est une période extrêmement sensible concernant l'impact délétère des perturbateurs endocriniens.
Et puis, bien sûr, les doses, et on va voir que les perturbateurs endocriniens, quand je vous dis que c'est très insidieux, ça agit à des doses extrêmement faibles, et en cocktail, et de manière cumulative, et c'est transgénérationnel. Voilà, c'est la réalité. Tout ça pour donc aboutir à des effets sanitaires massifs et délétères. Alors, d'une façon générale, ce qui n'est pas vrai pour les perturbateurs endocriniens, les voies d'exposition aux polluants, grosso modo, en sciences, enfin en médecine ou en santé publique, on vous dit, bon, l'air, ce serait une vingtaine de pourcents, tous les polluants confondus. Hein. L'eau, 10%, donc qu'est-ce que vous venez nous embêter avec l'eau? Ouais. Sauf que vos aliments, 70%, ben, c'est 99% d'eau. Voilà. Alors, ces polluants induisent à terme, ça, les choses classiques, un effet CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique, mais vous voyez que la liste n'est pas complète. Il y a les neurotoxiques, il y a les perturbateurs endocriniens, il y a les perturbateurs immunitaires, il y a les perturbateurs microbiotiques, comme les antibiotiques ou le chlore dans l'eau, il y a les obésogènes, il y a les diabétogènes, etc., seul ou en synergie. Donc, un polluant, ce n'est pas simplement cancérigène, mutagène ou reprotoxique, il y a aussi les effets de perturbation endocrinienne. Hop là. Ah, faut dire. Alors, le lien avec l'eau, eh ben, ces micropolluants se retrouvent à la fois dans les eaux brutes, c'est-à-dire les eaux dans la nature, c'est comme ça qu'on les appelle. Pourquoi vous appelez eau brute? C'est un mauvais vocable. Je dis, maintenant, c'est le vocable scientifique, je ne peux rien. Voilà. Donc, les eaux brutes et les eaux potables, c'est-à-dire les eaux de boisson. Comment peut-on lutter efficacement contre ces micropolluants? Parce que, effectivement, quand on traite en station de potabilisation, on ne les élimine que partiellement et quantitativement et qualitativement. Quand je vois qu'il y a un rapport qui vient de sortir en disant en 2021, c'est, je sais plus, 60% de la population française on a dépassé les fameux seuils de toxicité. Une majorité donc d'entre nous, dans l'eau du robinet, dépasse les seuils. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'ensemble des micropolluants qui ne sont donc que partiellement arrêtés par la potabilisation de l'eau. Et alors, c'est pire quand on épure l'eau. Hein, parce que les gens confondent dans le cycle de l'eau la potabilisation de l'assainissement. Donc, rapidement, on pompe des eaux, soit en milieu superficiel, rivières, lacs, etc., soit des eaux souterraines. On les traite dans des usines de potabilisation. Elles sont acheminées sur les trois grands usagers, nous, en tant que foyer domestique, le monde agricole et le monde industriel. Ces eaux sont dégradées, retournent dans des tuyaux avec les eaux pluviales et sont traitées dans des stations d'épuration à minimum et sont relarguées dans le milieu. Et les gens confondent usine de potabilisation et usine d'assainissement. Sauf qu'aujourd'hui, avec ce qui nous arrive, on est en train d'envisager qu'on va faire qu'une seule usine. C'est-à-dire on va utiliser, on va traiter plus efficacement nos eaux usées et on va les remettre en circuit pour en faire des eaux potables, ce qu'on appelle le reuse, réutilisation. On n'aura peut-être plus qu'à l'avenir une seule usine au lieu d'avoir potabilisation d'un côté et assainissement de l'autre. Alors, concernant les eaux de boisson maintenant,
il y a un terme à connaître, c'est EDCH, eau destinée à la consommation humaine. C'est quoi? C'est les eaux de robinet. Moi, je préfère dire les eaux de robinet parce qu'elles sont de qualité très différente selon la qualité des eaux brutes. Les eaux en bouteille, à l'exception des eaux minérales qui ont une législation à part, et puis toutes les eaux des process agroalimentaires dans lesquels on utilise l'eau. Tout ça sont soumis donc à des normes de qualité pour ces eaux destinées à la consommation humaine. Mais ces normes EDCH, c'est environ une cinquantaine de polluants, ne prennent pas en compte la qualité des substances, par exemple les perturbateurs endocriniens, les nanoproduits ne sont pas pris en compte dans les normes. Il y a des effets cocktails, alors qu'en toxicologie, on va tester les molécules une par une. Oui, mais dans la réalité, c'est comme l'air, hein. Vous n'êtes pas exposé à un polluant, puis à un autre, puis à un autre. Nous sommes exposés à des cocktails, que ce soit l'air ou l'eau. Il y a l'impact des faibles doses, et vous allez voir qu'avec les perturbateurs endocriniens, dont un qui est très connu, le bisphénol A, eh ben, on n'a pas vous allez voir en plus en détail, on n'a pas de relation dose-effet linéaire. C'est-à-dire, linéaire, c'est plus j'en mets, plus j'ai d'effets toxiques. Là, le bisphénol A, c'est une courbe en cloche. Et donc, c'est très simple. Et là, ça bloque n'importe quel ingénieur de la DAS. Où voulez-vous mettre un seuil sur une courbe en cloche? Vos normes n'ont aucun sens. Pour les molécules donc, qui n'ont pas un comportement effet dose linéaire. Alors, on ne prend pas en compte non plus les produits de dégradation, ce qu'on appelle les métabolites. Hein. On a aussi les problèmes d'antibiorésistance, pardon. C'est-à-dire qu'on a des bactéries dans l'eau, et c'est normal, mais qui ne sont pas forcément pathogènes, mais qui transportent d'un point A à un point B géographiquement des gènes d'antibiorésistance, qui donnent je ne sais plus combien de milliers de morts par an de maladies nosocomiales dans les hôpitaux français. Et tout ça, c'est véhiculé par l'eau. Et puis, les bases toxicologiques des eaux destinées à la consommation humaine sont établies sur des modèles animaux. Or, il y a une association, on ne va pas me retenir, bon, peu importe, qui a montré clairement qu'aucune espèce animale n'est le modèle toxicologique d'une autre espèce. Or, toute la pharmacologie, elle est basée là-dessus. Hein. On fait ça sur des rats ou des souris. Bon, s'il y a des effets, il y a des chances que ça en ait sur l'humain, mais les choses s'arrêtent là. Moi, je prends un autre exemple positif. Un rat synthétise de la vitamine C, pas nous. Donc, chaque espèce a son cadre toxicologique. Donc, en conséquence, aucun dispositif de normalisation ne permet d'apprécier à ce jour l'impact sanitaire réel de la qualité de l'eau sur le vivant. D'où, moi, mon idée, c'était de dire n'évaluons pas la qualité de l'eau par la physico-chimie, même s'il faut en faire, mais c'est la biologie qui vous donne la qualité d'une eau. Et j'en parlais avec Marc, entre autres, le plus simple, vous voulez comment dire, vous amuser avec en gastronomie, et ben, prenez différentes qualités d'eau et faites ce qu'il y a très simple à faire, des légumes lacto-fermentés. Des légumes que vous, comment dire, que vous pas pressés, que vous... Non, que l'on coupe en petits morceaux, le mot ne vient pas, de l'eau. Non, mais c'est pas haché, c'est... oui, voilà. De l'eau, du sel. Et puis un jour, ben, il y a eu un petit colloque comme ça sur les légumes lacto-fermentés. Et puis, donc, c'est pas moi qui faisais la conférence. Puis, l'ami en Bretagne, là,
Nicolas Suppiot, qui est un paysan boulanger qui est assez connu. Il me dit, est-ce que tu peux me faire de la choucroute lacto-fermentée avec différentes qualités d'eau? Je me souviens lui avoir répondu, oh Nicolas, c'est vraiment pour te faire plaisir, c'est trop subtil ces eaux dynamisées, on verra rien. J'avais tout faux. 6 eaux dynamisées différentes, ou non, hein, de l'eau du robinet, de l'eau osmosée, etc., osmosée ou dynamisée. Et puis, il y a eu 20-25 personnes à goûter, dont 1 ou 2 chefs cuisiniers qui avaient un palais que moi je n'ai pas, hein, extrêmement, et qui m'ont dit, mais c'est évident que tu as 6 goûts différents, et très, très différents. Voilà, un moyen simple de pouvoir apprécier, ce n'est pas un jugement de valeur, apprécier la qualité de l'eau. Donc, comme on disait un jour avec Marc, moi je finissais mes conférences en disant, écoutez, à vous de boire. Hein. Monsieur Durand, ce n'est pas Monsieur Dupont, ce n'est pas Madame Duval. Trouvez l'eau qui vous convient. Alors, autre chose rapidement, concernant l'eau et les contenants. Vous trouvez beaucoup de bêtises sur l'eau sur Internet, notamment trouver la bouteille de plastique quand les gens boivent des bouteilles de plastique, trouver le plastique. Non, 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 non. Il n'y en a qu'un, c'est le premier, là. Polyéthylène terephthalate. L'eau n'est contenue que dans des bouteilles en PET. Point barre. Donc, ça veut dire qu'ils n'y connaissent rien quand ils disent identifier la matière plastique de votre eau en bouteille. Et puis, autre chose, vous voyez ici, bon, je vous résume l'étude, c'est une étude qui montrait qu'on prend une eau, on la conserve soit dans du verre, soit dans un plastique, c'est du PET, du polyéthylène terephthalate. Et puis, ils ont pris deux modèles animaux. Bon, ils ont pris des levures et des petits escargots d'eau douce. Et puis, ils les ont mis en contact avec soit la même eau en bouteille en verre ou bouteille en plastique. Puis, ils se sont aperçus que les petits escargots avaient un taux de... il y avait un nombre de naissances beaucoup plus important. Donc, la conclusion est simple, il y a des perturbateurs endocriniens, puisque ça a une action sur la fertilité de... Voilà. Ensuite, là, on n'a fait que dire il y a des perturbateurs endocriniens, lesquels, là, il faut faire de la chromatographie pour identifier le ou les perturbateurs endocriniens. Le test nous montre juste, très simple, qu'il y a juste des perturbateurs endocriniens. Alors, ces perturbateurs endocriniens, un historique, une définition, je vais reprendre 2 ou 3 dates majeures. D'abord, le printemps silencieux de Rachel Carson. C'est elle qui a un peu allumé la mèche au niveau mondial. Le printemps silencieux, c'était un livre sur le dégât des pesticides, 1962. Avant, on avait les problèmes avec le distilbène, etc. Le terme de perturbateur endocrinien 1991 apparaît dans une conférence. Un autre livre qui a beaucoup marqué pour Stolen Future, voilà. Et puis c'est pas l'OMS, c'est l'OMS qui en 2002 s'intéresse à la question des perturbateurs endocriniens. Donc, ça n'a pas d'hier. Hein. Rapidement, nos glandes endocrines, vous les connaissez, je pense, à peu près toutes. Hein. L'axe hypothalamo-hypophysaire, dont on a pas mal parlé, les thyroïdes et parathyroïdes, le pancréas, les surrénales, ovaires et testicules. Et il y a 3 ou 4 grands noms en France sur les perturbateurs endocriniens, dont un Rennais, Olivier K. Alors lui, il a passé sa carrière sur les perturbateurs endocriniens. Ils sont 3 ou 4. Hein. Il y a Olivier K, qui est en retraite maintenant, mais que j'ai vu en conférence. Il y a une femme remarquable, Barbara Domenex, du Muséum d'histoire naturelle. C'est aussi une femme qui a passé sa carrière entière sur les perturbateurs endocriniens. Il y a Rémi Slama et il y a Hélène
Butinski qui est au CNRS, je crois. Hop là. Alors, ensemble de glandes et fonction, développement, croissance, métabolisme, rythme biologique, reproduction, voilà. Le rôle de ces glandes endocrines. Alors, la contamination chimique dont les perturbateurs endocriniens, elle est ubiquitaire, là partout. De toute façon, c'est là où se trompent beaucoup de bio en disant oh, nous, on vit sous cloche, on produit bio. Ah oui, mais votre voisin, il est en conventionnel, il vous envoie des nuages de pesticides, ça, voilà. Bon. Donc, on peut pas échapper. On verra qu'on peut minimiser les choses, mais on ne peut pas échapper totalement aux perturbateurs endocriniens. Hein. Pas de classification officielle. Leur nombre de s'accroître au fur et à mesure des recherches. Aujourd'hui, Olivier K vous dirait entre 1000 et 3000. Donc, difficulté d'établir un classement, hétérogénéité des structures moléculaires, des propriétés, mécanismes d'action, entre autres. Alors, voilà les grandes classes de perturbateurs endocriniens, alkyphénol. Ça, c'est des antioxydants qui sont des perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans des aliments, cosmétiques, mais aussi. Le bisphénol A et les autres bisphénols. On a aussi des composés naturels, les phytoestrogènes. On va voir, il y a des huiles essentielles qui sont des perturbateurs endocriniens. Les composés perfluorés, le téflon des poils, par exemple, hein, les dioxines et les PCB, les rejets d'hormones contraceptives, hein, le bêta-estradiol, par exemple, la pilule contraceptive, les hydrocarbures aromatiques, les parabènes qui sont interdits maintenant, hein, mais qui ont longtemps été présents dans les cosmétiques notamment. Pesticides, beaucoup de pesticides sont des perturbateurs endocriniens de ce que l'on en sait. Hein. Les phtalates, alors ça, il y en a partout, enfin, les jouets pour enfants, voilà. Entre autres, les retardateurs de flamme et un antibactérien, le triclosan, que vous retrouviez notamment dans les dentifrices. Il y avait du triclosan partout. Maintenant, je crois qu'il est retiré. Donc voilà, je vais passer rapidement là-dessus. Sur les sources, elles sont multiples. Peut-être que vous ne voyez pas très bien, hein, mais pour les phtalates, je vais juste baser sur les phtalates. Ustensiles de cuisine, produits d'entretien, cosmétiques, contenants alimentaires, vernis à ongles, bouteilles en plastique, jouets en plastique, etc. etc. Et c'est en trop petit, mais bon, les pathologies associées pour les phtalates, puberté précoce, obésité, cancer, sein et testicules notamment, féminisation des fœtus mâles, etc. Bon, pour les sources d'exposition, je passe rapidement. On reprend l'exemple du triclosan, dans les produits ménagers aussi, hein, puisque c'est un antibactérien, dans les plastiques, etc. De leur mode d'action. Alors, on part de nos glandes endocrines qui déversent des neurohormones dans le sang et qui, à distance, vont agir sur des organes cibles. Alors, vous ai mis un point d'interrogation. Je vais être rapide là-dessus, mais ça fait écho à ce que disait Marc entre autres. Donc, on a un fameux modèle clé-serrure. L'hormone va agir, par exemple, sur un organe cible et simplement sur cet organe cible. Les perturbateurs endocriniens, soit ils vont agir comme les hormones, donc on parle d'effet agoniste, soit comme anti-hormones. Mais dans les deux cas, il y a une perturbation. Hein. Soit ça bloque les récepteurs, soit ça les active.
hormones agissent sur des récepteurs ont des effets spécifiques, soit c'est sur les membranes, les récepteurs sont sur les membranes, soit ils sont intracellulaires, dont le stradiol par exemple. Et ça, c'est important, de nombreux perturbateurs endocriniens sont lipophiles. Ça veut dire qu'ils vont se stocker comme les pesticides dans les graisses. Donc voilà les mécanismes de perturbation, synthèse des hormones, transport, métabolisme, liaison des hormones, action des hormones, puis une combinaison, dégradation des hormones, une combinaison de tout ça. Et puis ici, il y a les mécanismes épigénétiques avec méthylation de l'ADN, modification des histones pour la génétique et synthèse de micro-ARN. Bon, tout ça, effet négatif. Alors voilà le petit clin d'œil, parce que je crois que c'est Marc qui nous avait mis ce schéma-là. L'hormone va agir sur un organe. L'hormone, c'est la clé. Va agir sur un récepteur. C'est la serrure. Et Benveniste, mémoire de l'eau, disait dans les assemblées, dites-moi, comment la clé trouve son récepteur? Dans la masse d'informations, dans les, je sais pas, dans les milliers, les dizaines, les centaines de milliers de molécules, dans un espace immense, comment une molécule va venir se fixer sur son récepteur? Comment est-ce qu'il dialogue? Comment est-ce qu'il se trouve? Et il ajoutait, mais les biologistes ne comprennent même pas la question. Voilà. Donc, c'est Bell-Lavitte qui a dit, mais il y a trois moyens de pouvoir impacter un récepteur. Soit ça, c'est de la chimie, soit on a un ligand, une molécule qui vient se fixer sur le récepteur. Ça n'explique pas comment, mais là, ça peut se faire par les domaines de cohérence dont Marc nous a parlé. Voilà. Et ça agit comme si on était en présence de la molécule, soit on envoie le champ électromagnétique de la molécule. Et là, vous allez voir que dans les conséquences, on a un Américain qui avait financé Jacques Benveniste, John Butters. Et qu'est-ce que Butters a fait? Eh bien, lui, il a trouvé un système, bref, pour transférer cette information non moléculaire. Et l'illustration est simple. Elle est fascinante et effrayante pour moi depuis que... Donc, il y a des brevets là-dessus. Hein. Donc, il y a un modèle biologique dans le végétal avec des pois, des graines germées de pois. Donc, on a quatre populations en nombre égal. Alors, l'américaine, c'est 1000 graines par lot, hein, de façon à nourrir un statisticien pendant comme plusieurs heures. Quoi, hein. Parce que lui, il veut du chiffre, hein. Il veut des datas. Quoi. Donc, le véhicule, c'est neutre, ou c'est du Roundup, ou c'est le signal du Roundup, ou on met du bruit blanc. Vous voyez, le contrôle est là, la longueur de la tige, le vrai Roundup moléculaire, il est là, et le signal Roundup, il est là. Vous voyez qu'il y a assez peu d'écart, hein, par rapport au contrôle. Donc, c'est assez effrayant de dire, ah, ouais, le Roundup dans les champs, ouais, mais on pourrait mettre le signal Roundup. Deuxième exemple. Non, c'est le seul que j'ai choisi. Il y en a un avec le Taxol. Donc, le Taxol, c'est le protocole mondial cancer du sein. Ça bloque les divisions cellulaires. Donc, on a greffé des souris Newt qui n'ont pas de système immunitaire. On leur a greffé des tumeurs de sein, des tumeurs humaines de sein. Et on a mis à des doses différentes du Taxol ou le signal Taxol. Et la régression tumorale est approximativement la même.
Donc, c'est ce que nous expliquait Marc sur l'Afrique, là, avec la méthode pour soigner HIV. Alors, les caractéristiques des perturbateurs endocriniens. Effet non proportionnel à la dose. Donc, la dose ne fait pas toujours le poison, comme Paracel nous l'a enseigné. Certaines molécules, oui, plus on en met, plus il y a d'effets. C'est un effet linéaire qu'on a ici avec le plomb. Plus j'en mets, plus il y a d'effets négatifs. Mais voyez la courbe du calcium? Voyez la courbe du cuivre? Voilà. Et donc, alors, c'est ce qu'on appelle l'effet hormésis. Hein. On a parfois des courbes d'action en U, en N, c'est-à-dire qu'il y a deux bosses ou deux bosses inversées. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des effets non linéaires, non monotones. Je prends l'exemple du bisphénol A. Vous voyez ici, on peut prendre l'exemple du plomb, c'est un effet linéaire encore une fois, mais le bisphénol A, on part de 10-12 molaires jusqu'à 10-5 molaires, et vous voyez les effets. Donc c'est une courbe en cloche. Où voulez-vous mettre un seuil? Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Voilà. On a des critères d'évaluation en toxicologie. Voilà. Et souvent, quand on va au-delà ou en deçà de ces courbes, eh ben, on trouve des effets toxiques. L'autre aspect effrayant, c'est les faibles doses. J'ai pris qu'un seul exemple, le stradiol, donc, qui est le métabolite de la pilule contraceptive, comment dire, agissant à 10, entre 10-8 et 10-13 molaires. C'est-à-dire, c'est quelques gouttes dans une piscine, quoi. Donc, effet sur testicules et sur la prostate, système nerveux central et glande mammaire, ovaire, utérus. Mais aussi tissu osseux, adipeux, système cardiovasculaire. On a aussi un effet cumulatif. C'est-à-dire que l'effet, si la plupart des perturbateurs endocriniens sont lipophiles, si la plupart des perturbateurs endocriniens se stockent dans les graisses, on a un effet cumulatif. Parce qu'elle est délogée quelque chose dans une matière graisseuse. L'effet cocktail, par évident, alors qu'on teste les molécules une par une. Hein. Prenez ça. Une dose de mercure qui tue un rat sur 100, une dose de plomb qui en tue un sur 1000, vous mélangez les deux, là c'est 100% qui meurt. Synergie toxique. Et je termine par les effets de période de vulnérabilité. La vie intra-utérine est la plus sensible aux perturbateurs endocriniens. On a un effet différé, c'est-à-dire qu'on va avoir des effets de plusieurs années, dizaines d'années après. On a l'épigénétique, c'est-à-dire nos facteurs de vie qui vont impacter donc nos réponses génétiques. Et puis, ça, c'est effrayant, les perturbateurs endocriniens ont un effet transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on élève des souris, on les soumet à du bisphénol A, elles ont des troubles. La première génération ne sont pas en contact avec du bisphénol A, et la F2, la deuxième génération, présente des troubles. Certaines huiles essentielles sont des perturbateurs endocriniens. Bien sûr, tout dépend de la dose. Hein. Donc, vous voyez que vous avez des huiles essentielles qui agissent comme le cortisone, donc anti-inflammatoire, comme les œstrogènes, comme la progestérone, comme la thyroxine, les hormones de la thyroïde. Alors, une chose est sûre,
quand vous utilisez des huiles essentielles, comme disait un ami, pas trop souvent, pas trop longtemps. Et des huiles de grande qualité. Effet délétère des perturbateurs endocriniens. Je vais passer rapidement. Hein. En cancérologie, c'est évident. Système immunitaire, augmentation des maladies auto-immunes, les maladies neurodégénératives, Alzheimer et compagnie, et Parkinson. Les comportements, comment les perturbateurs endocriniens me dit, mais bon, si on se pose beaucoup de questions sur le genre aujourd'hui, est-ce que les perturbateurs endocriniens n'ont pas un rôle là-dedans? Autres problèmes, obésité, diabète, maladie cardiaque, etc. Et les problèmes de puberté précoce, par exemple. Alors, ça, je vais passer rapidement. Donc, ça fait écho à celle-ci, que je vais décliner très rapidement. Les cancers, prostate, cancer du sein, testicules, ovaires. Le côté obésité, avec notamment les pesticides organochlorés comme le DDT, même s'il a disparu, on en trouve quand même dans la graisse des ours polaires. PCB, dioxine, phtalate, etc. Diabète et les malformations congénitales, avec le professeur Sultan, par exemple, qui est un toxicologue clinicien, hein, on ne forme plus de toxicologues aujourd'hui. Troubles du neurodéveloppement, je ne sais plus combien de diapos il reste, donc je me presse un peu. Les maladies neurodégénératives. Pourquoi le nombre de Parkinsoniens, de patients Alzheimer augmente? Troubles de la reproduction et de la fertilité, et de plus en plus jeunes. Quand on voit des Alzheimer, posera la question à des médecins, mais on a des sujets très jeunes aujourd'hui qu'on n'avait pas du tout, hein, depuis 10-15 ans. Et je termine, voilà, comment on peut détecter, évaluer, identifier, et puis essayer de voir s'il y a des solutions. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les doses d'exposition, les périodes de vulnérabilité, surtout la vie utérine, hein, l'effet transgénérationnel, l'effet cocktail, la complexité du système hormonal avec les interactions et les feedbacks entre les hormones. Particulièrement difficile de prédire l'ensemble des conséquences biologiques d'un perturbateur endocrinien. Comment on évalue un effet toxique? On a des modèles épidémiologiques qui ont des limites. Hein. C'est-à-dire on prend une pathologie, on prend tous les facteurs possibles et imaginables, le sexe, la profession, les modes de vie, etc. Soit on va utiliser des modèles in vivo, mais je vous rappelle qu'aucun animal n'est le modèle toxicologique d'une autre espèce, aucune espèce n'est le modèle toxicologique d'une autre espèce. Les études in vitro, seulement on n'a pas l'animal entier. Et puis on a aussi des modélisations, ce qu'on appelle des études in silico. Alors, dans la mise en évidence, on a un modèle qui marche toujours, qui a eu pas mal de succès, Watchfrog. C'est des gens qui ont fait du tripatouillage génétique sur des larves de grenouilles, sur des têtards, et ils ont collé aux gènes sensibles, rappelez-vous qu'il y a des perturbateurs endocriniens intracellulaires, ils ont collé un gène de fluorescence. Ils ont collé un gène de fluorescence près du gène sensible aux perturbateurs endocriniens. Ils mettent ça dans une sauce donnée et on mesure la fluorescence des têtards. Ils s'allument, mais ils s'allument en quelle proportion ils peuvent s'allumer. Donc, leur modèle, c'est prendre en compte les œstrogènes, prendre en compte les oestrogènes, prennent en compte la testostérone, prennent en compte la thyroïde. Donc ça, c'est un modèle d'écotoxicologie.
Encore une fois, ça s'allume, il y a des perturbateurs. On ne sait pas. On peut aller tenter de les identifier après. C'est ce qu'on va voir pour terminer. Ça, c'est une des personnes qui a initié cette société Watchfrog, là. Bon, je vais passer là-dessus. Comment on les identifie maintenant? Par chromatographie. Seulement, c'est une technique qui vaut assez cher. Donc, on peut juste évaluer, dire, ah, il y a des perturbateurs endocriniens dans un milieu donné, un aliment, etc. Deux, on peut dire, ah, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est. Donc là, on fait de la chromatographie, c'est assez cher. Comment on peut, autant que faire se peut, éviter le contact avec ces perturbateurs endocriniens dans l'air intérieur, et utiliser le moins de, comment dire, de produits ménagers toxiques, aérer souvent, alimentation, préférer le bio, se limiter dans la consommation de poissons, par exemple, hein, limiter les aliments ultra transformés, pas chauffer tout ce qui est plastique, emballage, attention aux triclosans, aux phtalates, normalement ils sont interdits, aux parabènes dans les produits cosmétiques. Dans les vêtements, on a des retardateurs de flamme, produits ménagers, alkyphénol, triclosan, parabènes, préféré du vinaigre de cidre et du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude. Les meubles, voilà, et les jouets des enfants, hein, avec les jouets plastiques, avec notamment les phtalates. Et je crois que je vais terminer dans les temps. La détox. Peut-on, rappelez-vous que la plupart sont lipophiles, se stockent dans les graisses. Alors, bon, il y a plein de... C'est très à la mode en naturopathie, il y a plein de gens, détoxez-vous, etc. Oui, peut-être, mais si vous vous détoxez de façon massive, ça va être pire qu'avant. Si vous délogez les pesticides, les perturbateurs endocriniens massivement, ça va être pire qu'avant. Donc, raison gardée. Il y a quelqu'un que moi j'aime beaucoup, c'est Renaud Garelli. Donc, vous trouvez ça sur Internet. Immersion dans le puzzle des pathologies chroniques, c'est gratuit. Hein. Lui, il vous fait part de 10 ans d'expérience détox. En disant, les gars, step by step, petit à petit, libérer, au fur et à mesure que ce que le corps peut vraiment éliminer. Si c'est trop massif, ça va être pire qu'avant. Voilà. Donc, j'aime bien la prudence de cette personne qui fait part de ses 10 ans d'expérience en détox. Et voilà, donc sa démarche me plaît beaucoup. Quelques livres, vous retrouvez Olivier K, vous retrouvez Rémi Slama, vous retrouvez Barbara Demenex, vous retrouvez aussi François Veilleret de Génération Future. Voilà 4 livres majeurs sur les perturbateurs endocriniens. Et je vous le traduis. Trugaré et Vitor Rivez. Merci pour votre attention. Je devais la faire en breton à l'origine, mais Michel m'a dit non, oublie. Il ne faut quand même pas exagérer. Moi, je connais les frangouines russes. Ah. C'est le plus important. Merci Yann. C'était comme d'habitude, comment dire, intriguant, inquiétant et tout. Tu as bien joué ton rôle, c'était la question. Il faut se poser des questions.